la motricité volontaire humaine est transmise dans le système nerveux par une voie rapide à seulement 2 neurones. Le premier motoneurone, encore appelé motoneurone supérieur, transmet l'information du cerveau vers la moelle épinière. C'est la voie centrale que l'on va appeler N1. Le deuxième motoneurone, ou motoneurone périphérique, transmet l'information de la moelle épinière vers le muscle strié. C'est la voie périphérique que l'on va appeler N2 et qui fera l'objet de la prochaine vidéo. Maintenant, concentrons-nous sur les N1 qui, réunis tous ensemble, constituent le faisceau pyramidal. Comme tout neurone, N1 est constitué d'un corps cellulaire qui se situe dans la substance grise du cerveau et spécifiquement dans le cortex moteur. C'est la forme triangulaire de ce corps cellulaire qui est à l'origine de la dénomination du faisceau pyramidal. L'axone de N1, quant à lui, va traverser la substance blanche sous-corticale du cerveau, celle du tronc cérébral, puis descendre dans un cordon de la moelle épinière jusqu'au point de lien avec N2 au niveau de la corne antérieure. Les corps cellulaires de tous les N1 se répartissent dans le cortex frontal dans une zone bien identifiée appelée aire motrice primaire. Cette zone s'étend sur une bande verticale juste en avant de la scissure de Rolando qui correspond dans le jargon anatomique à la circonvolution frontale ascendante. Chaque N1 partant du cortex frontal va transmettre l'ordre moteur au motoneurone périphérique destiné à un muscle précis qui peut être situé au niveau de la face par exemple, ou bien au niveau du bras ou dans une autre partie du corps. Ainsi, chaque petite zone du cortex moteur correspond à une zone spécifique de l'organisme dont la projection topographique sur le cortex réalise ce qu'on appelle l'homonculus moteur. Si on s'amusait à faire une modélisation du corps selon la taille de projection de chaque membre sur le cortex moteur, on obtiendrait ce genre de petit bonhomme dont les mains sont géantes car très mobiles. Cette organisation topographique très précise est connue sous le nom de somatotopie. Soma est un terme qui renvoie au corps et topie pour topographie. Cette somatotopie a 2 applications cliniques très intéressantes. La première application nous sert à comprendre la sémiologie de l'hémiplégie vasculaire. En effet, la vascularisation du cerveau est issue d'un système vasculaire bien alimenté partant d'un réseau situé à la base du cerveau appelé polygone de Willis. Il donne naissance à plusieurs branches terminales dans l'artère cérébrale moyenne qui va assurer la vascularisation de toute la partie latérale du cortex moteur destinée essentiellement à l'innervation motrice du membre supérieur et de la face. Il donne aussi naissance à l'artère cérébrale antérieure qui vascularise la partie médiale du cortex moteur, innervant essentiellement le membre inférieur. En cas d'interruption de la vascularisation corticale de la cérébrale moyenne, on va avoir une hémiplégie à prédominance brachiofaciale, alors qu'une atteinte de la cérébrale antérieure entraînerait plutôt une hémiplégie à prédominance crurale, c'est-à-dire plus marquée au niveau du membre inférieur. C'est ce qu'on appelle en sémiologie une hémiplégie non proportionnelle car elle n'a pas la même intensité sur l'ensemble du corps et sous-entend une lésion corticale. La deuxième application clinique de cette somatotopie nous permet de comprendre le mécanisme de récupération post-lésionnelle. Supposons que la partie du cortex destinée à l'innervation de la main a subi une lésion, qu'elle soit d'origine vasculaire, tumorale ou autre. Il a été démontré que la fonction motrice de la main pourrait être partiellement suppléée par une des zones adjacentes grâce à la plasticité cérébrale qui sera abordée plus en détail dans une autre vidéo afin de comprendre son implication dans les processus de récupération motrice. Une fois les axones DN1 ont quitté le cortex moteur, ils vont se réunir au niveau de la substance blanche sous-corticale pour former un faisceau de petits volumes concentrant toutes les fibres nerveuses au niveau d'une zone appelée capsule interne. Une lésion vasculaire sous-corticale, notamment au niveau de cette zone, va être responsable d'une hémiplégie massive touchant de façon semblable l'ensemble de l'hémicorps. C'est ce qu'on appelle en sémiologie l'hémiplégie proportionnelle qui renvoie à une lésion pyramidale sous-corticale. Le faisceau pyramidal se caractérise par son croisement au niveau de la base du bulbe. C'est ce qu'on appelle la décussation pyramidale qui fait que chaque hémisphère cérébral assure l'innervation motrice de la partie contralatérale de l'hémicorps.
Ce croisement et sa localisation ont une importance majeure dans le diagnostic topographique des paralysies centrales. Toute lésion du faisceau pyramidal survenant au-dessus du croisement, qu'elle soit au niveau du cerveau ou du tronc cérébral, va s'exprimer par une paralysie dite contralésionnelle, alors que toute lésion survenant après le croisement engendrera une paralysie dite ipsilésionnelle, c'est-à-dire du même côté de la lésion. Il est important de savoir que ce croisement concerne uniquement 90% des fibres pyramidales réalisant le faisceau corticospinal croisé destiné à l'hémicorps contralatéral. Les 10% des fibres qui restent ne vont pas croiser la ligne médiane et réalisent le faisceau corticospinal direct destiné à l'hémicorps ipsilatéral. Ce faisceau direct est essentiellement destiné aux muscles axiaux qui reçoivent une double innervation aussi bien par le faisceau direct que par le faisceau croisé et donc par les deux hémisphères. C'est ce qui explique la conservation ou récupération très rapide de l'équilibre axial assuré par ces muscles après lésion d'un seul hémisphère. La dernière notion que j'aimerais aborder dans cette vidéo concerne la particularité du lien entre la terminaison de N1 et le corps cellulaire de N2. C'est la synapse médulaire qui a lieu dans la corne antérieure de la moelle épinière. Lorsqu'une fibre du faisceau corticospinal arrive au niveau de l'étage médulaire correspondant à sa terminaison, elle va rentrer dans la corne antérieure pour stimuler par une synapse excitatrice le motoneurone périphérique qui va faire contracter le muscle cible. Cette même fibre va aussi donner une branche terminale qui va inhiber le motoneurone du muscle antagoniste au muscle cible afin d'éviter qu'il s'oppose au mouvement. Par exemple, pour contracter le biceps brachial, il faut inhiber son antagoniste, c'est-à-dire le triceps, pour assurer son allongement. C'est le contrôle inhibiteur descendant dont l'altération est à la base de la spasticité qui sera abordée plus en détail dans une prochaine vidéo. Voilà, c'est tout pour la voie pyramidale. Pour rester informé des prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de suivre nos activités sur Neurocampus. À très bientôt!